lâchage. C'était donc face aux élus locaux. Elle a abordé plusieurs sujets, au rang desquels la question relative à la cyberarnaque, une question auquel faire face certaines populations. Reportage signé Joël Akumba. Décidément, la faute est toujours chez les autres. Face aux députés, le ministre des Postes et Télécommunications estime que les cyberattaques dont sont victimes les Camerounais ne sont pas seulement l'apanage du pays de Paul Biya. Les populations doivent donc l'accepter ainsi. Aller vers ce qui est négatif. Et ce n'est pas le propre du Cameroun. C'est ce qui arrive dans le monde entier. Quand vous serez reparti, dites ça aux populations. Nous sommes en train de jouer avec un instrument qui est très dangereux. Nous courons vers les nouveaux services offerts, mais nous ne nous préoccupons pas de ce que ça nous coûte quand nous nous connectons. Une fois qu'on est connecté, on est à la merci de ceux qui peuvent vous manipuler. Pour ce qui est de la porosité de la messagerie, Madame le ministre pense que les consommateurs d'Internet ne sont pas assez prudents. Selon elle, malgré des campagnes de sensibilisation organisées dans ce sens, le problème n'est toujours pas résolu. Les Camerounais sont donc responsables de ce qui leur arrive, selon Minette Libon-Lili-King. Je voudrais dire que quand la commission m'a reçu, ce que j'ai dit par rapport à la faiblesse de la messagerie, c'est que on est tous allés à l'école, on vous dit ce qu'il y a lieu de faire. Si vous ne faites pas, peut-être que vous allez vous donner une autre attribution ou un bâton ou à fouetter. Concernant les raisons de la porosité de la messagerie et la non-maîtrise de l'utilisation complète de certains services d'Internet, le ministre pense que c'est à cause du retard technologique que le Cameroun accuse. Pourquoi est-ce que les messageries sont poreuses? Les messageries sont poreuses parce que quand Internet est arrivé, nous étions tous en train d'utiliser les sites gratuits. Et le gratuit, tout le monde sait qu'il cale à la gorge après. Et voilà pourquoi tous les pays ont mis le point CM. Combien d'administrations ont le point CM? Une intervention face aux élus de la nation qui n'a donc pas permis de satisfaire ou de soulager les Camerounais quant à la protection de leurs données sur Internet et quant à la défense de leurs droits face aux services plus que mauvais qu'offrent les opérateurs de téléphonie mobiles étrangers. Cameroun qui également a besoin des outils de haute gamme pour sauvegarder l'ensemble de ses données. Et puisqu'on en parle, abordons cette fois-ci la question autour de ce dialogue électoral pacifique qui a été présenté comme étant un biais pour la gouvernance démocratique. C'est la thématique qui a d'ailleurs été choisie dans le cadre de cette concertation entre les hauts cadres de cette institution en charge des organisations des élections dans notre pays et même quelques leaders des oppositions. Parlons effectivement de ce qui a été dit concrètement dans ce reportage signé Jean-Claude Foula. Le dialogue électoral pacifique comme pilier de la gouvernance démocratique, c'est le thème qui sous-tend la deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente avec les différents acteurs du processus électoral en date du 26 novembre à Yaoundé. Objectif, favoriser une meilleure appropriation du rôle de chaque acteur dans l'optique d'avoir des élections crédibles en 2025-2026. Le résultat que vise notre rencontre de ce jour est principalement axé vers un consensus sur les actions concrètes que nous devons mener ensemble à l'effet de minimiser les risques électoraux et de promouvoir les initiatives favorables à un renforcement des capacités des parties prenantes. La plateforme de concertation pourrait permettre de générer de nouvelles réalités et des solutions innovantes pour assurer la bonne conduite de notre processus électoral. Le thème, selon les initiateurs, traduit aussi la nécessité d'un appel à plus d'engagement républicain afin de préserver la paix et la cohésion sociale. À ce titre, l'engagement citoyen des femmes est aussi appelé à contribution, d'où le plaidoyer de l'élu de la nation. Il faut qu'elles puissent être détentrices de leurs droits. Je pense à la protection de la famille. Les femmes doivent avoir
un code qui les protège. C'est pour ça que du point de vue électoral, il faut que ce soit clair, qu'il faut veiller à ce que dans les localités, les zones rurales au Cameroun, plus de 75% des femmes vivent en zone rurale. Les zones rurales sont difficiles d'accès, les conditions de vie ne permettent pas à ces 75% de femmes de pouvoir se lever, prendre une voiture, il n'y a pas de route pour aller s'inscrire dans les antennes de l'ECAM. Ces échanges, tenus seulement à quelques mois des élections présidentielles, municipales et législatives, nourrissent l'ambition de réduire les risques d'irrégularité et de suspicion avant, pendant et après scrutin. Il faut cependant surmonter des défis tels la désinformation, des fausses nouvelles, des discours de haine, les barrières de la participation des femmes, des jeunes, les handicapés et autres groupes marginalisés. Ce qui du reste relève d'un véritable challenge au regard des moyens dont dispose l'organe en charge des élections au Cameroun. Vous me posez la question de savoir si au terme d'un tel discours, on peut conclure que l'ECAM a la capacité de travailler pour satisfaire les attentes des Camerounais aux prochaines élections. Je dois dire que si tel était le cas, la nécessité de dialoguer ne s'imposait plus. Au lendemain de cette deuxième concertation du genre, l'on espère tout simplement que les fruits vont porter la promesse des fleurs. C'est une espérance qui n'est pas seulement visible sur le visage justement de ces Camerounais concentrés dans la sphère politique. Cette espérance se fait également ressentir dans l'écosystème de ces commerçantes qui ont accepté de se livrer dans la commercialisation de la banane plantain, même si celles-ci font face à de nombreuses difficultés au rang desquelles, en cette période de saison sèche, la poussière qui envahit cette denrée alimentaires la plus consommée dans certains ménages. Il faut quand même également qualifier l'inaccessibilité par les acheteurs. Une chose en tout cas qui ne favorise pas le retour propice sur investissement. Notre reporter Marie-Louis a effectué une importante descente sur le terrain. Il nous rend le compte rendu dans cet élément. Lui, Marie, à Mogi. La production de la banane plantain est généralement caractérisée par la forte saison pluvieuse, mais depuis quelques mois déjà, le début de la saison sèche a un impact significatif sur la commercialisation de cette denrée dans les marchés. L'abondance du soleil et de la sécheresse ne facilite pas les commerçants du marché barrière. Comme c'est la saison sèche maintenant, quand le plantain fait 2 à 3 jours, ça mûrit. Et quand ça mûrit, ce n'est pas un. Tout ce qui est en maturité, quand ça fait 3 jours à 4 jours, ça mûrit parce qu'il fait chaud. Il fait tellement soleil. Quand il fait chaud, le plantain mûrit vite. Et comme il n'y a pas le marché là, bon, il y a parfois tu refuses de récupérer les 1000 francs là, finalement tu vas même faire cadeau. Parce que quand ça serait déjà beaucoup mieux que de jeter, je préfère de donner, tu achètes un, je te fais cadeau de 2 ou 3 pour qu'on les enfants partent manger. Le soleil, au-delà d'affecter la qualité du produit alimentaire, laisse également un goût amer dans les prix de vente pour les commerçantes qui voient le prix de leurs marchandises se faire diminuer par les clients. Ils se plaignent, non? C'est cher. Ils disent que c'est cher. C'est cher. Ils se plaignent, mais on va faire comment? Nous-mêmes aussi, on prend cher. Donc, à tous les niveaux, c'est difficile. Ils se plaignent. Même si on dit que c'est 500, ils vont toujours se plaindre. Pourquoi? Parce que vous connaissez, je vais pas vous apprendre quelque chose. C'est dur. Les prix ont augmenté partout. Donc, les ménagères se plaignent toujours des prix. Parce que nous-mêmes aussi, on ne prend pas ça facilement. Donc, on ne peut pas aussi donner ça sans avoir même quelque chose. Avant, c'était abordable. Mais depuis ces derniers temps, c'est plus cher. C'est difficile. Quand tu arrives au marché, le plantain que tu pouvais, les régimes qu'on pouvait nous laisser avant à 1000 francs, 1500, c'est désormais à 2000, 2500. Donc, c'est un peu difficile.
Pour remédier à ce problème, les commerçants exhortent l'aide de l'État de pouvoir se mettre à l'abri du soleil et protéger leurs marchandises. Donc si l'État peut nous aider à arranger les routes de la brousse, c'est que le transport va nous coûter moins cher. Vous voyez comment nous sommes là, vous voyez. Nous sommes à l'air libre, c'est pas facile avec la saison sèche qui arrive même déjà. Il y a le soleil qui nous brûle là. Donc nous on a besoin vraiment des hangars encore, même pour le plantain. On va pas dire que le plantain, vous voyez, ça sèche. Quand c'est exposé comme ça sèche, ça devient noir. Par contre, s'il y avait un hangar, le plantain on pourrait même le conserver même encore une semaine. Donc il faut l'évacuer. Sinon, si on n'évacue pas, on va faire quoi avec? Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, il urge de construire un véritable hangar pour ces commerçants qui brûlent sous le soleil ardent de décembre. Par contre, de l'autre côté, au marché de Pouma, nous sommes dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Ce marché est présenté comme étant un véritable réservoir pour le festival du Mboglia. Un festival qui a connu en tout cas l'ouverture de ses portes, c'était vendredi dernier pour sa 6e édition. Reportage signé Davidzo Gilles Diop. Le marché de Pouma, carrefour du département de la Sanaga-Maritime, très bien aménagé par la commune de l'arrondissement éponyme. Ici, la vie chère semble vouloir élire domicile, mais les commerçants ne baissent pas les bras. Nous en sortons très bien. Il y a la clientèle, nous vendons bien et ça nous aide à nous ça nous aide à nous débrouiller. Je m'en sors un peu, mais pas trop comme avant. Mais je ne refuse pas ce que le bon Dieu me donne. Je peux vendre même 30 kilos, même 2 jours, ou bien un seul jour, quand le marché donne. Le manque de clientèle, le coût parfois élevé des taxes imposées par la mairie oblige les commerçants à doubler voire tripler le prix de certains produits pour s'en sortir. Je pense à aider à 19 500. Avant c'était moins cher, mais maintenant là c'est cher. 30 kilos on prend ça frais et on fume avec le bois. Maintenant on vient vendre. Du poisson fumé au vivre frais en passant par les boucheries et autres poissonneries, le marché de Pouma a fait son plein pour permettre aux festivaliers du Mboglia de ne manquer de rien. Et le marché de Pouma qui a donc fait son plan, en tout cas, on peut également adresser ce qualificatif à ce que l'on peut s'attendre justement à Bagofit Son City. Nous sommes dans la région de l'Est Cameroun, département d'Abomba. J'y arrive en tout cas avec l'édition consacrée au VTT Chantal Biya pour 2024. Il faut dire qu'on dénombre 130 coureurs qui sont déjà enregistrés, parmi lesquels 2 Français et 5 Centrafricains. C'est la particularité pour cette 2e édition. Reportage Alex Rodrigue Bekono. Tout est fin prêt pour la réussite totale de la 2e édition de la course nationale VTT Chantal Biya, prévue à Bagofit, dans l'arrondissement d'Abombang, département du Oignon, région de l'Est Cameroun. 130 coureurs sont enregistrés pour cette édition, dont 2 Français et 5 Centrafricains. Le promoteur de cet événement a profité de cette 3e et dernière réunion préparatoire pour rappeler l'objectif escompté, tout en recommandant discipline et rigueur. Si on se bouscule, évidemment, ça va tout chambouler. Donc, s'il vous plaît, 2 ou 3 mots d'ordre. Discipline, rigueur, assiduité. Discipline, rigueur, assiduité. Si nous appliquons ces 3 mots-là, vous verrez que nous allons réussir une bonne manifestation. Une assise qui a permis également au président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, de faire le point des préparatifs avec les différentes commissions. L'épreuve cross-country olympique sera ouverte aux cyclistes des catégories élite en activité. Master 1 de 30 ans à 44 ans, Master 2 de 45 ans à 65 ans et plus. Les dames en activité et le groupe de randonneurs. Pour la délégation centrafricaine qui prendra part à cette course, il est question de faire sensation. Nous sommes sereins, les athlètes sont confiants et ils sont prêts à affronter, n'est-ce pas, les autres concurrents pour cette 2e édition. Et lorsque nous sommes venus à Bagofit et que nous avons vu le circuit, nous avons trouvé que c'est un circuit qui est très important. Et vous savez, surtout les VTT, hein, les courses d'obstacles,
ne sont pas courantes chez nous. Et donc, lorsque nous avons vu ce parcours, c'est un parcours qui est vraiment très intéressant et que nous devons l'exploiter. Et je disais tout à l'heure au président de demander que ce parcours soit homologué. Et comme ça, je pense que cette compétition qui a démarré comme des amusements serait aujourd'hui une compétition dans les jours à venir, une compétition proprement dite internationale. En rappel, le premier coup de pédale de cette deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya sera donné ce 28 novembre 2024 à Bagofi. Nous restons en sport cette fois pour comprendre le pourquoi de l'absence de l'équipe des Lions indomptables de la Confédération africaine de football Champions League. Qu'est-ce qui justifie l'absence des Camerounais à cette belle compétition quand on reconnaît quand même quelques résultats assez alléchants? Martin Luther Pi nous en dit plus. 8 matchs, 5 victoires, 2 nuls et 23 buts. Voilà les statistiques rendues de la première journée de la CAF Champions League qui n'aura pas vu la participation des équipes camerounaises. Les clubs attendus du Maghreb auront brillé pour la plupart en déplacement ou à domicile. C'est le cas de Pyramide FC, vice-champion d'Égypte qui a laminé 5 buts à 1 le CD Sagradas Esperanza sur ses propres installations. Un autre attendu de cette première journée, Al Ahly FC du Caire, champion à titre de la compétition, s'est imposé à domicile face à une équipe de Stade Abidjan, qui n'aura mis que 2 buts. 5 buts à 1, 4 buts à 2 et 4 buts à 0, les clubs maghrébins semblaient avoir le vent en poupe hier. Parmi les 2 clubs sud-africains engagés, seul Orlando Pirates, ancien employeur de Souabou Marou, a su tenir tête aux Algériens du CR Belouizdad. Au classement des poules, Al Ahly Sporting Club et MC Alger prennent la tête du groupe A. Dans le groupe B, Asfar et Mamelodi Sundowns sont en tête dans le groupe C. C'est le détenteur du titre, Al Ahly du Caire et Orlando Pirates d'Afrique du Sud qui prennent la tête. Et dans le dernier groupe D, Pyramide FC et Espérance de Tunis prennent la tête après leur victoire respective au classement. The early pressure pays off. And the home play. Évoquons cette fois-ci la filière banane plantain, en tout cas une grande fête pour sa 3e édition qui se prépare. Le coup d'envoi sera ici donné dans la région du littoral au mois de décembre prochain. Elles sont nombreuses, ces visages emblématiques de l'écosystème sportif de notre pays qui ont confirmé leur présence au rang desquels Sorel Jérémy Ditap, ce Camerounais qui a ainsi évolué au Real de Madrid depuis 1999 alors qu'il évoluait sur le côté droit. Joël Matip pour son portrait. Jérémy Sorel Fotion-Ditap est né le 20 décembre 1978 à Yoko, situé dans le département du Mbamekim, dans la région du centre, est un ancien footballeur camerounais. Il est un joueur polyvalent, évoluant au poste de stoppeur, d'arrière droit, de milieu défensif et de milieu relayeur. Formé dans sa ville natale, passé par le Paraguay, puis la Turquie, il débarque au Real de Madrid en 1999 en provenance de Gencler Birligi. Le lion indomptable encore peu connu s'adapte vite au rythme espagnol et au système maghrélin. Tantôt milieu défensif, tantôt latéral droit, il a su mettre de la rigueur et de l'efficacité dans son jeu. Peu titulaire, Jérémy Ditap remporte 2 Ligues des Champions avec les Merengues, mais ne joue pas les 2 finales de 2000 et 2002. Malgré ses concurrents, il est le premier Camerounais à s'offrir le prestigieux trophée. Barré par Michel Salgado et Fernando Redondo, il est prêté à Midtjylland Brown et effectue sous le maillot de Boro sa plus belle saison en club en 2002 et 2003 avec 33 rencontres et 7 buts inscrits, la plupart sur coup franc grâce à sa frappe de balle puissante et son pied droit précis. Vendu à Chelsea pour 12 millions d'euros, il retrouve son statut de remplaçant, mais sa période sous le maillot bleu reste bien plus significative avec 2 premières ligues remportées. Passé par Newcastle, il remballe les crampons sur une dernière pige en Grèce. En équipe nationale, le meilleur arrière droit de la CAN 2008 gagne 2 Coupes d'Afrique des Nations et les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Depuis sa retraite en 2011,
L'homme pour qui faire un centre était une partie de plaisir ne cesse d'enchaîner les responsabilités dans son pays comme à l'international. Notamment le président du SINAFOC, le syndicat national des footballeurs camerounais, depuis 2016, qui compte plus de 3000 membres, et dont Roger Mila, le président d'honneur, et Rigobert Son, le président du comité de surveillance. Actualité cette fois sur de nos frontières. L'actualité majeure, c'est en République démocratique du Congo avec cette réunion du Sénat sur l'évaluation de l'état de siège. C'est la principale activité qui nous permet de marquer un temps d'arrêt pour écouter le Rendre-Parler international qui porte la voix ce soir de Madeleine Gobando. En RDC, la Commission Défense, Sécurité et Frontières du Sénat a entamé ce mercredi 27 novembre une évaluation de l'état de siège en vigueur depuis 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'objectif principal du rapport de la mission mené sur le terrain par la première ministre Judith Suminwa est de dresser un bilan des mesures mises en œuvre tout en évaluant leur impact sécuritaire, économique et sociaux dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La Commission Défense, Sécurité et Frontières du Sénat prévoit par ailleurs d'organiser des auditions des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de cette situation. D'après plusieurs membres du gouvernement ayant participé à cette mission de terrain, les résultats restent mitigés. Ils estiment que la situation s'est davantage améliorée en Ituri qu'au Nord Kivu où les forces démocratiques alliées sont actives, mais surtout le M23 soutenu par Kigali. Et au Liban, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi. L'accord négocié sous l'égide des États-Unis stipule le retrait des forces israéliennes du Liban sur une période de 60 jours avec une prise en charge du sud du pays par l'armée libanaise pour empêcher toute reconstitution des forces du Hezbollah. Cette décision marque une étape vers la fin de 14 mois de combats liés au conflit en cours dans la bande de Gaza. Cependant, elle ne traite pas directement la guerre dévastatrice dans cette région. Néanmoins, une cessation des hostilités au Liban pourrait diminuer le risque d'un conflit plus large entre Israël et l'Iran qui soutient le Hezbollah et le Hamas tout en échangeant des armes avec ces groupes. Et c'est avec cette actualité de nos frontières que nous refermons cette page consacrée au journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention particulière. Bonne suite de programme sur nos antennes. Je vous laisse d'ailleurs en compagnie de Bertrand Bika et son panel dans le cadre d'Horizon Soir. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour demain lorsqu'il sera 19h30. Voilà.